Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 16e vidéo dédiée à Linux pour les débutants. Et vous allez voir, aujourd'hui on va franchir un petit cap, on va essayer de rester quand même sur une couche relativement abordable, tout en abordant des notions qui vont être relativement utiles dans des niveaux un petit peu plus avancés. Le but n'étant pas d'être des champions dans ce qu'on va voir aujourd'hui, hein, le but c'est toujours de débuter, donc prenez ce qu'il y a à apprendre et essayez de comprendre au maximum les choses, mais voilà, il y a pas mal de choses qu'on réabordera plus tard dans un niveau un petit peu plus avancé. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne, me soutenir dans les efforts pour réaliser ces tutos et ces vidéos, et surtout parlez-en autour de vous, aidez-moi à faire connaître cette chaîne. Alors aujourd'hui on va découvrir quelque chose qui est bien sûr fondamental sur Linux, c'est les types de fichiers. Pourquoi ? Parce que sur Linux tout simplement, on l'a déjà évoqué, je l'ai déjà évoqué, tout n'est que fichier quasiment sur Linux, c'est un principe de fonctionnement. Et donc du coup, ça a une conséquence, c'est qu'il existe différents types de fichiers forcément. Et pour certains, à mon avis, ça risque de perturber un petit peu les gens. Vous allez voir, donc voici les différents types de fichiers. Alors on a le fichier standard, classique, donc on va le voir juste après, un petit peu l'ensemble, donc on va les revoir un petit peu dans le détail. On a les répertoires, et oui, des répertoires, ça reste des fichiers, tout simplement, d'un point de vue Linux, c'est-à-dire qu'un répertoire, c'est un fichier qui fait des liens vers d'autres fichiers, tout simplement. On a les hard links, on va découvrir ce que c'est, on a les symbolic links, qui sont relativement similaires aux hard links, mais avec une différence majeure. On a les caractères et blocs device, qui restent des fichiers également. On a les local domain socket, et on a les named pipe. Donc ça, c'est des éléments importants. Alors très souvent, quand on parle des types de fichiers, éventuellement on a en tête effectivement les fichiers standards, on a les répertoires, les directories, on a les liens symboliques, éventuellement les hard links, et après les autres, on les a un petit peu moins en tête, donc c'est pour ça que ça me semble important quand même de revenir sur tout ça dès maintenant, dès le niveau débutant, parce que ça fait partie vraiment des fondamentaux, puisque je vous disais, tout est fichier sur Linux. Alors, vous voyez ici, j'ai mis entre parenthèses des éléments qu'on va redécouvrir après, c'est quoi ? C'est tout simplement la manière, grâce à la commande ls, de distinguer un type par rapport à un autre. Alors vous voyez qu'on ne peut pas tous les distinguer, un fichier normal d'un hard link, on ne peut pas distinguer la différence, et ça a une logique derrière, vous allez le voir. Derrière, on va retrouver donc les liens symboliques, donc on est sur du link, donc L, on a du D pour du directory, ça on l'avait un petit peu vu, et on a du C et du B pour les caractères device ou les blocs device. Pour les sockets, on retrouve un S, et pour les pipes, on va retrouver un P. En tout cas pour les named pipe. Donc le pipe, on va en parler un tout petit peu. Ces choses-là, on va revenir dessus. Il y a des choses là qui sont vraiment fondamentales sur lesquelles on reviendra et plus en détail, bien sûr. Alors on va commencer tranquillement. Donc première chose, les fichiers. Alors ça va être pas l'objectif, c'est également de d'essayer d'aller un petit peu plus loin que tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Donc je vais zoomer comme ceci, assez, voilà, toc, et on va se mettre dans un répertoire de test, voilà, toc. Donc là, si je fais un ls, alors on va faire deactivate, hop, voilà. Donc si je fais un ls, j'ai rien dans mon répertoire. Donc première chose, alors même si les commandes sont évidentes, je vais quand même garder, je vais revenir souvent sur le slide, ne serait-ce que pour ne pas passer à côté de certaines choses, parce que ça m'est déjà arrivé lors d'une vidéo précédente sur Linux, je vais être obligé de revenir sur une notion parce que je l'ai pas abordé suffisamment. Donc on va faire toto.txt, et donc là on vient de créer un fichier toto.txt. Une fois qu'on a créé ce fichier toto.txt, si je fais un ls-l, on va, hop là, -l, voilà, on va retrouver notre fichier, et vous voyez que le premier caractère qui est là, jusque-là on s'était pas appesanti dessus, on avait vu les permissions avec les triptyques de 3 digits à chaque fois, quoi. Et bien là, c'est l'occasion de parler aujourd'hui du premier caractère, le tiret. Donc le tiret, c'est le type fichier ou le type hard link. Donc ça, c'est quelque chose qui est simple, mais qui est important, et au quotidien, c'est quelque chose que vous allez voir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fichier ? C'est un assemblage cohérent de bytes, tout simplement. Tout est fichier, comme je vous disais, sur Linux, et les fichiers, ça peut être
vraiment des choses très diverses et variées, texte, vidéo, musique, images, données, que ce soit sur Linux ou sur d'autres systèmes, c'est valable. On peut les éditer, donc on crée un fichier vide avec Touch, on peut les éditer avec Vim, ça on l'a déjà vu lors des vidéos précédentes. Si on veut voir le type de fichier, donc par exemple ici je vais créer un fichier Toto, bon, on va mettre dedans quelques éléments, et on va mettre comme ceci, test par exemple. Et bien si je fais un file de test, donc la commande file, on va pouvoir voir le type de contenu du fichier. Donc là on va savoir que en l'occurrence c'est de l'ASCII texte. Alors si je... Hop, on va rouvrir juste un terminal, ici, voilà. Dans le répertoire de cette vidéo, donc la vidéo numéro 16, on a également donc un fichier GIF et un fichier PDF. Bah, si je fais un file sur le fichier PDF, par exemple, voilà, il va me dire, voilà, c'est du PDF document au format PDF document en version 1.3, et pour le GIF, bah, ça va être un petit peu pareil. Donc vous voyez que ça nous donne déjà des informations sur le fichier, et principalement son type de contenu. Derrière, également, une commande qui est très utile en dehors de file, c'est stat. Et là, si on fait un stat de toto.txt, on va avoir beaucoup d'informations. Ça, on va y revenir, la sortie, l'output de stat, on va y revenir, et à plusieurs reprises, et dans le détail. Il y a notamment des choses qui sont extrêmement importantes, comme ici, ce qui est mentionné ici, inode. On va en parler un petit peu aujourd'hui, mais on y reviendra un peu plus dans le détail. Vous voyez qu'ici, on a l'ID du device sur lequel est porté le fichier, c'est-à-dire l'appareil qui est connecté, donc ça va être du disque dur, alors soit SSD, soit disque mécanique, etc., clé USB, etc. Eh bien, on fait référence au device, vous le voyez. On a d'autres informations, on verra tout ça dans le détail. Derrière, vous voyez qu'ici, mon fichier, le links, c'est 1. Donc ça veut dire que ce fichier ne se connecte qu'à un seul élément, et en l'occurrence, c'est un fichier, donc il est seul, voilà. Derrière, si je crée donc on va enchaîner avec les répertoires, normalement, si tout va bien, voilà. Si je crée un répertoire, donc un répertoire, c'est quoi? C'est un fichier permettant de regrouper d'autres fichiers et faire des liens vers d'autres fichiers, avec des répertoires spécifiques, le point et le deux points, qui sont, ça on les a déjà vus, le point c'est l'endroit où on se situe, et le point-point c'est le répertoire parent de là où on se situe. Si je fais un mkdir, donc je vais pouvoir créer un répertoire. Pour supprimer un répertoire, on fait un rmdir, ou on fait un rm-r pour supprimer ce répertoire. Si je fais un ls-l comme tout à l'heure, cette fois-ci, vous voyez que sur le répertoire en particulier, cette fois-ci on a un D pour directory qui est mentionné tout simplement. Et si je fais un stat, alors ce qu'on va faire, on va créer des fichiers dans ce répertoire. Donc dans touch, on va faire un touch dans rep1 et on va créer un fichier 1, un fichier 2, un fichier 3, mettons. Et si je fais un stat sur rep1 comme ceci, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'ici le type est mentionné directory, et vous voyez que derrière on a le nombre de liens, et on sait que derrière on va pointer, ça va nous permettre de pointer vers différents fichiers quoi en fait. Donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. On a la taille, alors comme on est sur un répertoire, c'est un fichier qui a une taille fixe et qui est toujours donc à 4096. Donc on reviendra plus tard pour les détails. Donc on a fait le stat, voilà. Derrière le hard link, donc on a vu fichier, maintenant on voit les hard links. Alors ça c'est une notion sur laquelle on reviendra peut-être spécifiquement dessus, on va le voir de manière succincte aujourd'hui. Le hard link et les symlinks ou les symboliques links, c'est des types qui vont permettre de faire des liens entre fichiers ou entre répertoires. Donc on va pouvoir à partir d'un fichier créer un lien vers un autre fichier, et d'un répertoire vers un autre répertoire. Le but c'est quoi? C'est de faire en sorte que quand on modifie le fichier source ou l'un des deux fichiers, ça modifie le fichier d'origine. Avec une différence majeure entre le hard link et le symbolic link. Le hard link, lui, va être lié non pas au fichier vers lequel il pointe exactement, mais il va pointer vers l'adresse. Donc on ne va pas parler dans les détails de ce que représente une adresse, mais l'adresse du fichier vers lequel il pointe. Alors on va faire un petit exemple. Donc là je vais supprimer tout ce que j'ai dans mon répertoire. Hop, bien sûr,
avec un titre pour le directory. Donc là, je vais créer un premier fichier toto.txt qui contient test 1 par exemple, test 1, voilà, comme ceci. Admettons, alors là je suis dans le même répertoire, mais admettons que dans un autre répertoire ailleurs, j'ai besoin de ce fichier-là. J'ai besoin de ce fichier-là, et ce que je veux, c'est de permettre que si je fais une modification sur le fichier source ou sur le fichier de destination, les deux se mettent à jour simultanément. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un lien, alors soit symbolique, soit non symbolique, mais le choix, on va le faire à partir de ce qu'on va voir juste après par rapport à l'adresse en question, et l'inode. Donc là, je vais créer, on va partir de l'hypothèse que je pars sur un lien, un hard link. Donc là, ce que je vais faire, je vais dire, voilà, je veux un hard link de toto.txt vers titi.txt. Je suis dans le même répertoire, ça a beaucoup moins de sens, mais c'est pas grave. Donc si je fais ça, je vais pouvoir utiliser déjà, première chose, une commande, donc on va faire un ls-l. Vous voyez que dans le cas du hard link, le fichier hard link, quoi, on va dire, le link, est avec un tiret, il n'est pas avec un L. Vous allez voir qu'avec le symlink, on va être avec un L. Cela a une origine, c'est que si je fais un ls-i, le i c'est quoi? Ça va nous permettre d'afficher pour chaque fichier l'inode. L'inode c'est quoi? C'est l'index du fichier en question, c'est-à-dire le point vers le numéro de l'adresse en question qui contient, qui stocke le contenu du fichier, quoi. Donc là, en l'occurrence, vous voyez que j'ai, donc là on peut le faire en mode comme ceci, voilà, en mode li. Du coup, j'ai deux fichiers, mais ces deux fichiers-là ont le même inode. Vous voyez? Ça veut dire que finalement, Titi ne pointe pas directement vers Toto, mais il pointe vers l'adresse en question, puisque c'est la même. Derrière, si je fais un vim ou un cat, allez, on va faire un cat de Titi, j'ai bien test 1, et si je fais un cat de Toto, j'ai test 1. Si j'édite Titi et que je rajoute une ligne, par exemple, donc je vais faire un yy-p pour ajouter une ligne, voilà, j'enregistre. Si je refais mon cat de Toto et mon cat de, mon cat de Titi, hop, voilà, mon cat de Titi, j'ai exactement le même contenu. Pourquoi? Parce que je pointe vers le même espace de stockage, puisque j'utilise la même adresse, donc cette adresse-ci. Donc ça, c'est la particularité du hard link. Ça a pour conséquence que lorsque l'on supprime le répertoire ou le fichier source, par exemple si je supprime Toto dans le cas d'un hard link, qu'est-ce qui se passe? Il me reste toujours Titi, et si je fais un cat de Titi, j'ai toujours, et j'ai pas perdu ma valeur. Alors ça a un autre inconvénient, ça veut dire que quand je veux supprimer des choses en cascade, si je dis je veux créer deux répertoires à deux endroits différents, mais pour faire en sorte de disposer du même contenu du répertoire, le jour où je veux supprimer totalement les choses qui sont dedans, et bien finalement je vais pas pouvoir, je risque d'oublier finalement donc je vais bien peut-être supprimer la source, mais je vais oublier de supprimer la destination ou vice versa. Donc là il existe aussi le symbolic link, du coup, le symlink. Donc si on prend le symlink, alors on aurait pu faire des stats plutôt que de faire du ls-i, c'est-à-dire que si je fais un stat de Titi qui nous reste, effectivement je retrouve l'inode là qu'on avait avec le ls-li. Derrière, donc du coup, on va garder, on va supprimer tout et on va refaire le même test qu'on avait tout à l'heure. On va faire un vim de toto.txt. On recommence la même chose et on va mettre dedans test 1, voilà. Donc j'ai mon fichier, donc si je fais un ls-li comme tout à l'heure, effectivement j'ai toujours mon fichier Toto, même adresse. Alors là ça a une autre raison, mais voilà, même adresse que l'on avait tout à l'heure. Et derrière là je vais faire un lien symbolique. Pour faire un lien symbolique, je vais faire un ln-s cette fois-ci. Donc là, on reverra la notion de lien symbolique et hard link, on reviendra dans le détail encore une fois. On reverra la commande ln.
Et là, en l'occurrence, donc je pars de Toto et je fais faire titi.txt comme on l'a fait tout à l'heure. Donc si je fais ça, qu'est-ce qui se passe si je fais un ls-li? Cette fois-ci, vous voyez que déjà, ma ligne de titi.txt ne ressemble pas du tout à la même chose. Il me dit cette fois-ci que titi.txt pointe vers toto.txt. Tout à l'heure, on n'avait absolument pas la même visualisation. Donc, si on regarde, voilà, ici vous voyez que j'avais pas du tout cette notion-là. Je voyais bien que j'avais la même adresse inode, mais ici j'avais absolument rien. Cette fois-ci, c'est différent, c'est que j'ai l'adresse qui est différente, et en plus, par contre, j'ai un affichage qui me dit tu pointes titi.txt vers toto.txt. C'est-à-dire que le lien se fait vraiment à ce niveau-là, et qu'ici c'est deux choses, deux éléments qui sont différents. On n'est pas du tout sur le même objet. Vous voyez qu'ici, du coup, on a, quand on fait un ls, on n'a pas un tiret comme dans le cas du hard link, on a un L pour le link. Donc là, qu'est-ce qui se passe si je supprime mon répertoire, mon fichier d'origine ou mon répertoire d'origine, c'est valable pour les répertoires. Si je supprime Toto, je refais un ls-li, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que tout est passé au rouge ici. Ok, j'ai gardé l'adresse. Si je fais un cat de titi.txt, hop là, alors on le fait une fois, hein, ça va suffire. Il me dit, mais ok, titi.txt n'existe pas, quoi. Et pourtant, quand je fais mon ls, je l'ai bien. Oui, parce qu'on a un attachement fort, en fait, un vrai lien entre titi.txt et toto.txt. Et donc ça, c'est une différence fondamentale entre le hard link et le symlink. Tout ce qu'on va voir pour aujourd'hui sur cet aspect-là, c'est plutôt suffisant. Alors ensuite, on a l'autre type de fichier, un autre type de fichier, les caractères device et les blocs device. Donc vous avez, si vous voulez plus d'éléments, la page Wikipédia est très très intéressante sur les device files. Vous allez retrouver les différents types de device files. Et celui-ci également, cette page-là est extrêmement intéressante. Je vais juste vous la montrer, voilà. Hop. Elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que ici on retrouve le numéro de device, et on retrouve le sous-numéro ici de device. Et entre les deux, qu'est-ce que l'on a? On voit qu'on a des chars et des blocs. Qu'est-ce que c'est que cette page? Vous voyez qu'ici ça fait référence à un dépôt Linux de Torvalds, donc Linux Torvald, tout simplement. Donc c'est comment on va dire, le code source du noyau. Alors pas exactement, en fait c'est la documentation qui y fait référence, mais c'est ce qu'on retrouve dedans. Et là vous retrouvez tous les types que vous pouvez retrouver de device. Alors dedans là on reviendra sur ces devices particuliers, mais vous voyez qu'à chaque fois, donc on a une numérotation. Vous voyez qu'on peut retrouver plusieurs fois le numéro 1, mais sous forme de caractère ou sous forme de bloc. On va pas le retrouver plusieurs fois, on va trouver plusieurs fois le même numéro, mais parce qu'on l'a une fois avec des éléments, des caractères device, et une autre fois pour les blocs device. Donc les blocs device, si vous regardez, on va retrouver de la RAM, par exemple. Les caractères device, on va retrouver par exemple des TTY, des terminaux. On va retrouver aussi sur les blocs device des floppy disks, donc des lecteurs de CD par exemple. On va retrouver également du hard disk, etc. Donc on va retrouver pas mal de choses. Vous avez les printers ici qu'on va retrouver qui vont être du caractère device. Alors quelle est cette différence finalement entre caractère et bloc device? Donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant à avoir en tête. Les caractères device, c'est une donnée qui va être un élément, un fichier qui va être accessible directement, la donnée qui va être dedans va être accessible directement sans tampon, c'est-à-dire sans cache, sans élément entre les deux. Donc les caractères finalement, on va les récupérer caractère par caractère, ça va être quelque chose de très direct. C'est le cas par exemple dans le terminal, c'est le cas également pour les imprimantes en port série. Hop là. Mince. Youp. On va y revenir. Port parallèle ou port série? Je dis une bêtise peut-être, enfin bref. Derrière, on a les blocs device. Les blocs device, c'est accessible avec tampon, c'est-à-dire qu'on va envoyer des blocs de données, ou on va recevoir des blocs de données, et pour récupérer ces blocs, finalement on va avoir un échelon intermédiaire, un cache ou un buffer, donc un échelon tampon, et qui lui va devoir avoir une routine de cache, donc ça, sur sa mise à jour, etc. Ça va être le cas de la mémoire, ça va être le cas des disques.
les cas des device file pardon, avec des interfaces avec un driver, hein. Donc ça c'est le principe de base sur Linux, c'est-à-dire un device. C'est quoi? Un device file, ça va être la mise à disposition d'un élément grâce à un driver. Donc c'est le cas des disques, de la mémoire, de l'imprimante, du terminal, de manière un petit peu plus complexe. Et donc derrière, mais comment créer ce type de fichier? Si on veut créer notre propre device, et ben on a la commande mknode qui permet de faire ça, où on va pouvoir, alors on va faire un petit test, tiens, voilà. Donc on va pouvoir créer soit du caractère ou du bloc device. Donc si on est ici, je vais faire rm-r étoile, puisqu'on a un lien symbolique, il faut passer le R. On a le mknode ici, je vais mettre le nom du fichier que je veux créer, qui sera un device. Ici, je spécifie le type de device. Le 100, ça va être le premier numéro d'identification du device, et 1, ça va être le deuxième numéro d'identification du device. C'est-à-dire que si on revient à ce qu'on avait tout de suite, hop, où est-ce que c'est? Voilà. Ici, on a le premier numéro, donc moi, c'est l'équivalent du 100, et ici, on a le deuxième numéro, c'est l'équivalent du 1. Donc, c'est ce qu'on est en train de créer. Hop là, donc, un petit sudo pour pouvoir faire ça. Il faut bien sûr une élévation de privilège, un device c'est pas n'importe quoi. Et si je fais un ls-l, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ici, j'ai bien un petit c pour le caractère device. Et du coup, bah, vous doutez des choses, si je veux un bloc device, bah, je vais mettre un petit b, et je vais bien sûr changer le nom pour pas en avoir deux dans mon répertoire, ls-l, et là je me retrouve avec un b pour mon bloc device. Donc on va supprimer ces éléments, hop, on va faire un rm- R et tout quoi, RM étoile, pardon, voilà. Donc j'ai plus rien dedans. Ok. Donc là on a vu le caractère et le bloc device. Il existe un autre, alors là je vais pas pouvoir vous faire la démonstration comme ça. Pour les débutants ça va être un petit peu plus complexe, et puis c'est pas un domaine où je vais exceller le C. Le domaine de quoi, le local domain socket, donc les domaines des sockets. Alors une socket c'est quoi? C'est une connexion entre processus. Donc on verra, on va faire plusieurs vidéos sur la notion de process, de processus, qu'est-ce que c'est, comment on les liste, qu'est-ce que ça représente, comment c'est stocké, etc. Ça c'est plus tard. Donc rappelez, donc juste retenir que on va avoir des processus qui sont des micros, on va dire des micro applications, et qui ont besoin de communiquer entre eux. Ils ont plusieurs modes pour communiquer entre eux. La socket en fait partie. Et donc on va retenir deux types de sockets. Une socket interne, une socket réseau, la plus courante, donc avec un T ici. Et donc la socket interne, elle va permettre de communiquer entre processus locaux à notre système. La socket réseau, elle va permettre, donc ça va être toujours sous forme de fichiers, mais elle va permettre de communiquer avec notamment quand vous utilisez Internet, des sites, etc. C'est ce que vous allez utiliser. On va pouvoir utiliser et créer des sockets surtout via un syscall. Alors un syscall, on va pas voir aujourd'hui ce que c'est. On va dire que c'est une fonction système, donc quelque chose qui est bas niveau. Et ce syscall, il se nomme socket. Donc cette fonction, elle se nomme socket. Et elle peut prendre bien sûr des paramètres. Alors juste une petite parenthèse, on a vu le man, donc si je fais un man de man, je sais que ici, si je descends un petit peu, on a la section 2 qui est rapportée au syscall, et je sais que moi je cherche par exemple des informations sur le syscall socket. Donc je vais faire un man de socket. Et du coup, là, je me retrouve, là, c'est juste pour donner quelques idées et bonnes habitudes. Et bien, du coup, on va retrouver la définition de cette fonction, et avec qu'est-ce qu'elle fait, comment on peut l'utiliser, quels sont les paramètres qu'elle va prendre, vous voyez, donc ici, elle prend un integer, un deuxième integer, un troisième integer, et vous avez tout un tas d'éléments dedans. Alors là, bien sûr, c'est du niveau beaucoup plus avancé. Donc ça, c'était le local domain socket. Et enfin, on a l'autre type de fichier qui est le named pipe. À pas confondre avec le pipe non named, c'est-à-dire le pipe standard qu'on va utiliser dans la ligne de commande, qu'on verra un petit peu plus tard. Mais
La vocation est à peu près la même également un petit peu que pour les sockets, mais le fonctionnement est complètement différent. Mais le but d'un pipe, c'est également de faire communiquer des process entre eux. Alors la différence entre le named pipe et le unnamed pipe, c'est-à-dire le pipe classique, c'est quoi? Il y en a un, on va lui donner un nom, donc du coup ça va être un fichier, alors que l'autre, ça va être un simple pipe, et pour le coup c'est la lettre qui va représenter le pipe, c'est celle-ci, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire communiquer par exemple un echo hello avec un autre élément, par exemple je vais pouvoir remplacer des caractères, je vais pouvoir, qu'est-ce que l'on peut faire, vérifier que dans hello j'ai ouais, alors non, on n'a pas encore vu ces commandes là, qu'est-ce qu'on peut faire, un tr de h par exemple, hop, comme ceci, ouais, ah oui, alors on va pas pouvoir, tiens, hop, voilà, donc là j'ai juste remplacé le h par r. Et voilà, grâce à une commande tr, on l'a pas vu, mais en gros, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai deux process. J'ai ce process-là et ce process-là. Ce process-là a besoin, fournit des informations à ce process-là, ils ont besoin de communiquer ensemble et ils utilisent le pipe. Voilà ce que c'est le unnamed pipe. Et du coup, le named pipe, alors on va pas faire une démo dans le détail, mais toujours le même principe que tout à l'heure, on va utiliser le mknode. Hop là. Le mknode, et on va dire le nom du fichier qui va représenter ce pipe nommé, donc on va dire named Xavki par exemple, et on va préciser cette fois-ci qu'on veut un P, donc pour le named pipe, hop là, mknode sans E bien sûr, hop là. Et si je fais un ls-l, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'ici j'ai bien un P pour pipe, donc voilà. On peut également le créer d'une autre manière avec le mkfifo. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, on va dire le protocole, le pseudo-protocole qui est utilisé quand on crée ce... Tiens, je vais l'appeler pipe celui-ci. Quand on crée ce type de pipe named, eh bien, ce qui est utilisé derrière, c'est valable également pour les pipes, c'est du protocole FIFO, c'est-à-dire first in, first out. C'est-à-dire que la donnée, quand elle rentre, elle est bien sûr envoyée dans un certain ordre, elle va en sortir dans le même ordre, grosso modo. Voilà, donc on a vu pas mal de choses aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a vu les différents types de fichiers, c'est essentiellement ça qu'il faut en retenir. On reverra plein de petites choses encore dans le détail, ne vous inquiétez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur rejoindre si vous voulez me soutenir la chaîne. Mettez des pouces bleus, surtout parlez-en autour de vous, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.